Bon, donc comme vous l'avez vu, on a fait un pas gigantesque, puisqu'on a déduit de la métrique une connexion qui vérifie, qui permet de dire que aller tout droit au sens de la connexion, du transport parallèle du vecteur vitesse le long de la courbe, ou suivre le chemin le plus court, c'est la même chose. Et en relatif, donc ça s'appelle la connexion de Levi-Civita, qu'on tire d'une métrique. Donc l'espace-temps de la relativité est effectivement une variété différentielle de dimension 4, munie d'une métrique. Cette métrique est de signature 1, 3. Elle est donc en fait pseudo-riemannienne, cette variété différentielle. Et on utilise la connexion de Levi-Civita déduite de cette métrique. Donc l'élément clé qu'on ajoute, c'est la métrique, et de là, on déduit une dérivée covariante. Mais c'était quand même important de comprendre que la notion de transport parallèle, la notion de courbure, toutes ces choses-là n'ont pas besoin d'une métrique. C'est la dérivée covariante. Mais si on se donne une métrique qui est quelque chose en quelque sorte de plus riche, puisque d'une métrique, on peut dériver une connexion. Si on se donne une métrique, donc, alors il y a un choix particulier. On peut se donner une métrique et prendre n'importe quelle connexion, bien sûr. Mais si on a une métrique, il y a un choix particulier de connexion, qui est la connexion de Levi-Civita, qui permet, qui fournit la propriété vraiment très importante et très naturelle que les deux sens de la géodésie coïncident. Alors, on l'a annoncé ici, il y a une autre façon de retrouver cette connexion de Levi-Civita à partir de la métrique, c'est d'imposer cette propriété que la dérivée covariante de G est nulle et que la connexion est sans tension. Donc c'est ça que je voudrais vous montrer maintenant. C'est très simple, ça prend littéralement 3 lignes, mais c'est 3 fois la même ligne. Donc vous regardez la dérivée covariante dans la direction d sur dx a, on va dire, de G, et vous regardez les composantes BC. Donc ça, G est c'est la métrique, un tenseur de rang 0,2. Vous prenez sa dérivée covariante dans la direction d sur dxa, dans une carte donnée, et vous prenez les composantes B et C. Ça, alors on sait déjà comment dériver les tenseurs. Donc ça donne la dérivée partielle de la composante GBC par rapport à XA. Et puis, il y a les termes gamma, c'est une dérivée covariante, donc les indices sont en bas, donc c'est un moins gamma. Donc il y a moins gamma, vous vous rappelez comment on fait. On traite le premier indice, donc on laisse l'autre inchangé. On laisse l'autre inchangé, mais on dérive par rapport à A, donc ici il y a A. Et puis, donc ici, je vais l'appeler I, et puis donc j'ai IB, d'accord? Donc là j'ai traité le premier indice, et puis le deuxième indice, cette fois, donc je laisse le premier inchangé, et donc c'est toujours dérivé par rapport à A, et je mets donc J, par exemple, donc G de BJ. Donc voilà comment s'écrit la dérivée covariante. Okay, et donc je vais simplement réécrire 3 fois cette même chose en faisant des permutations circulaires sur les indices.
D'accord? Donc, ABC devient BCA, puis CAB, d'accord? Enfin, CBA. Non, CAB. Donc, D sur D rond XB de G indice CA égale D sur D rond XB de GCA moins gamma I, donc C devient A devient B, GI, B devient C, moins gamma J, B devient C, A devient B, G, B devient C, J, ok, et la troisième, D sur DXC, G, C devient A devient B, égale D sur DXC, G, A, B, moins gamma I, B, C, A, moins gamma J, A, C, G, A, non, si, C devient A, J. C'est bon ça? Non. Non, j'ai plusieurs fois. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? Ah, oh là là, c'est là que c'est bide. Non, donc, B. Oui, donc là, c'était. J'ai dit, là, je touche le deuxième. Oui. Ah! J'avais mis B là, donc ça doit être C ici. Oh, c'est n'importe quoi, je vais avoir trois différents évidemment. Donc le C devient A et le A devient B, c'est bon ça? Vous qui avez du recul. Et ça, moins CA. Ouais, je crois que c'est bon? Vous voyez l'affaire? Oui? On ne développe pas sur l'indice de la direction. Ah, oui, si, c'est ça? Le gamma. Parce que, par exemple, pour le premier cas, on a développé par rapport à la composante C, par rapport à la composante D, mais pas par rapport à la composante A. Non, parce qu'il n'a que deux indices, ce tenseur. Simplement, le D sur dxa, ça c'est la dérivée partielle de la composante. Et après, il y a moins les gammas pour chacune des composantes. OK? Donc là, j'aurais dû d'ailleurs... oui, non, si, ah, oui, j'aurais dû mettre ça là. J'ai traité le deuxième indice d'abord et le premier après. Enfin, peu importe, hein. C'est une somme de termes. Donc là, j'ai traité le deuxième indice. Qu'est-ce que j'avais mis là? B. Ah, je traite le deuxième indice. Donc je laisse le premier inchangé. Donc ça, en toute rigueur, ça devrait être BI ici. Je laisse le premier inchangé et je traite le deuxième. Et là, je laisse le deuxième inchangé et je traite le premier. Donc ça devrait être JC. Bon, c'est symétrique, J, donc ça ne change rien, mais enfin, G est symétrique. Moi, je me suis pris à l'envers, comme d'habitude. C-I-A-I. C'est bon? OK. Et maintenant, simplement... mince. J'ai effacé ce que je ne voulais pas effacer. C'est pas grave. Et maintenant, je fais... Je dis que j'ai une métrique compatible, donc nabla G égale 0. Donc ça veut dire que nabla X de G égale 0, quel que soit X. Toute la direction. Donc ça veut dire que ça c'est nul, ça aussi, et ça c'est nul. Et maintenant si je fais 1
moins 2, moins 3. Ça me fait d sur dxa de gbc moins d sur dxb de gca moins d sur dxc de GAB et alors maintenant je dis que la torsion est nulle. Si la torsion est nulle, ça, c'est le même terme que celui-là. Vous êtes d'accord? Là, il y a des I, là, il y a des J, mais ça ne change rien. Et là, vous avez donc BI, ou enfin, si je remplace ici les J par des I, là, j'ai GBI, là, j'ai GIB, mais G est symétrique. Et donc, vous avez gamma ICA moins gamma IAC. Si on est sans torsion, gamma ICA et gamma IAC, c'est la même chose. Donc, ça moins ça fait 0. Très bien. Ensuite, lui, là, gamma JBA, et là, j'ai gamma, alors là c'est des J, là c'est des I, qu'à cela ne tienne, mais là j'ai bien CI ou IC, c'est pareil, et là, si on est sans torsion, gamma IAB ou gamma IBA, c'est pareil, donc ça dégage. Formidable. Et là, bah, ce terme-là est le même que celui-là si on est sans torsion, mais là on faisait lui moins lui, donc là, par contre, enfin lui, moins lui, hein, on fait 1, moins 2, moins 3, donc il reste moins 2 fois celui-là. Donc moins 2 fois gamma, alors 2 fois ce terme-là, je vais le mettre en... Donc 2 fois gamma I ou J, peu importe, donc BC, G, IA. Tout ça égale 0. Par conséquent, GIA gamma IBC égale, je mets de l'autre côté, 1,5 de D sur DXA de GBC moins D sur DXB. Non, pardon, c'était un plus là, puisque c'est 1, moins 2, moins 3. Donc c'était un plus, donc ici maintenant, c'est l'inverse. Donc ça va être D sur DXB GCA plus D sur DXC GBA moins D sur DXA GBC. Et voilà. Et maintenant, on remultiplie par GKA, voilà, et tout ça, ça nous fait du delta KA, et on retrouve exactement la connexion d'avant. Hein. C'est à nouveau pour avoir gamma IB en fonction de ça, il faut multiplier par la matrice inverse. Je ne la refais pas là. Et donc, c'est la connexion de Levi-Civita. Donc, vous voyez, là, on n'a imposé rien sur le fait... Enfin,
on n'a pas parlé on n'a pas minimisé la longueur d'une courbe. C'est juste une conséquence du fait que on impose ce qu'on appelle la compatibilité de la dérivée covariante et de la métrique. Donc ça, c'est compatibilité. Oui. Du coup, là, on se rend compte que la géodésique, ça correspond aussi au transport autoparallèle dans le cas où on a peu cette compatibilité et qu'on a une connexion de Levi-Civita. Mais du coup, est-ce que ça veut dire, dans les mathématiques un peu plus abstraites, on peut on peut avoir du coup une équation pour le transport autoparallèle qui est différente de l'équation de la géodésique qui minimise la longueur? Ah oui, oui, tout à fait. On peut prendre ici n'importe quelle connexion. C'est parfaitement cohérent. Et effectivement, du coup, les lignes de longueur extrémale ne seront pas autoparallèlement transportées. Et réversement. Enfin, et inversement. On peut, absolument. Mais vu qu'on a payé le prix de se donner une métrique qui est plus fort que se donner une connexion, puisqu'on peut en déduire une connexion particulière, autant faire ça. Ouais, puis ça correspond à notre intuition. En tout cas, en relativité générale, la connexion est la connexion de Levi-Civita associée à la métrique. Mais je vous avais indiqué rapidement la dernière fois qu'il y a des gens qui ont essayé de regarder, de faire de la relativité générale avec une connexion avec torsion. Donc on peut rajouter de la torsion, ça produit voilà, on peut voir des effets de ça. À ce moment-là, du coup, ce n'est pas la connexion de Levi-Civita, puisque la connexion de Levi-Civita, elle est symétrique dans les deux indices. Donc, on pourrait se dire aussi intuitivement que la torsion, ça correspondrait au fait que le chemin le plus court n'est pas forcément celui qui va tout droit. Si je comprends bien. Parce que du coup, l'équation des géodésiques et l'équation du transport autoparallèle ne seraient pas les mêmes. Oui, parce que la probablement. torsion et nul, c'est les mêmes. Oui. Et qu'on a la compatibilité. Alors, est-ce que c'est si et seulement si, ou est-ce qu'on peut quand même avoir la même équation géodésique? Hein? Il faut aussi qu'il y ait nabla g égale 0. Oui. Pour que les deux équations soient les mêmes, qu'on puisse faire ce rapprochement entre gamma et... Non, la façon dont on l'a fait avant, c'est qu'on a exigé que ce soit la même notion, enfin les deux notions de géodésique soient la même, et on a obtenu la connexion de Levi-Civita. Par conséquent, on peut en déduire que ça implique ça en particulier. C'est-à-dire, si on a ça, on a ça. Donc la métrique est compatible. Parce que, simplement, là, la métrique la connexion de Levi-Civita est compatible avec la métrique, ou la métrique est compatible avec la connexion de Levi-Civita. Donc ça, c'est vérifié quand même. C'est-à-dire, on peut dériver la connexion de Levi-Civita avec ces hypothèses, sans s'occuper de la stationnarité de la longueur des courbes, ou on peut l'obtenir en imposant la stationnarité des autoparallèles, et à ce moment-là, on a ça aussi. Voilà. Oui. Ok, alors, what time is it? Qu'est-ce qu'on a le temps de faire? Oui, alors un dernier point. Donc, vous voyez, c'est assez joli. Hein. Alors, la compatibilité de la métrique avec la connexion a une propriété qui peut être utile dans les calculs, c'est que, en quelque sorte, la dérivée covariante on va dire commute
avec les montées et les descentes d'indices. Là aussi, je mets des guillemets. Hein. C'est-à-dire ça commute avec, avec l'application bras ou l'application quête, si vous voulez. C'est-à-dire nabla ou GIJ de nabla X J je vais le dire comme ça. Nabla D sur DXI de bras de X, par exemple, égale bras de nabla D sur DXI de X. Bras, vous vous rappelez, enfin ce que j'appelle bras, c'est ce qui... c'est G de ce vecteur-là, point. Donc c'est le vecteur qui, dans une base, donc si je me mets, enfin oui, dans une base associée à une carte, si je regarde la composante, je vais l'appeler quoi, J de ça, donc ça c'est un bras, ça a une composante en bas, hein, donc bras de nabla D sur DXI X composante J, eh bien ça, c'est G je vois pas clair. Donc ça, c'est G KJ de nabla D sur DXI de X K. Vous voyez? Est-ce que c'est clair? D'accord? Ça, c'est le vecteur nabla D sur DXI de X. C'est la k-ième composante de ce vecteur-là. Et donc, la j-ième composante en bas du bras associé à ça, c'est-à-dire du covecteur associé à ce vecteur-là, est donnée par ça. D'accord? Donc ça, c'est la partie droite. Et la partie gauche, vous avez x qui vaut d sur dxi. D'accord? Vous avez bras de x. J'aurais peut-être pas mettre le même i. Ce i-là, c'est pas le même que celui-là. Celui-là, il est muet, d'accord? Donc le bras de x, c'est xj des xj, comme ça. Ou xj égale gij xi. D'accord, c'est ça qu'on avait. Hein? On utilise G pour descendre les indices, comme on dit. Donc vous faites une forme linéaire associée au vecteur. La composante de la forme linéaire dans la base duale, toujours sous-entendu bien sûr, s'obtient à partir de la composante du vecteur, à partir des composantes du vecteur, par cette transformation-là. D'accord? Eh bien quoi? Eh bien, voilà. Si vous faites la dérivée covariante de
vous avez x. Vous en faites la forme linéaire associée et vous prenez sa dérivée dans une direction donnée. C'est pareil que si vous dériviez le vecteur et que vous preniez la forme linéaire associée. Donc, c'est ce que j'ai écrit ici. Ce d sur dxi, c'est vrai quel que soit i, donc c'est vrai quel que soit le champ de vecteur ici. Nabla y de bras de x, c'est bras de nabla y de x. Ça commute. Et pareil pour quête. La montée d'un disque. Pourquoi? Parce que, en fait, vous voyez, si vous faites nabla dans une direction k de xj ici, vous avez nabla de tout ça, et donc vous avez, par Leibniz, vous avez le produit des deux, et nabla de g, ça fait 0. Donc ça peut passer à travers la dérivée covariante. D'accord? Ça commute. Vous avez l'air endormi, c'est peut-être moi qui le suis, mais c'est bon. Donc dans un sens comme dans l'autre, parce que nabla de gij, nabla de g, ij égale 0 en toutes circonstances, quel que soit le x ici, eh bien, on peut le faire passer, on peut faire traverser g à travers la dérivée covariante, ce qui est très utile, très intéressant en soi. Ok, dernière chose que je voulais dire sur ce chapitre, c'est que une fois qu'on a, je l'ai déjà un petit peu annoncé, une fois qu'on a une métrique, on peut effectivement former on peut former le tenseur d'Einstein, on peut récupérer la courbure de Riemann, donc vous vous souvenez, R, I, J, K, L. Ça, on a vu qu'on pouvait en faire la courbure de Ricci, R, I, J, I, L. Je vais appeler Ricci, je vais mettre un R par rond comme ça, JL. Donc ça, il n'y a pas besoin d'une métrique pour faire ça. Mais si on a une métrique, donc ça c'est Ricci, et si on a une métrique, donc je mets bien ici avec G, alors on peut se servir de la métrique pour monter les indices, c'est-à-dire transformer un bras en quête, si vous voulez, une composante covariante en composante contravariante, en écrivant G, par exemple, en fait, en faisant G, on va dire GJK RJL, ça va être un objet qui est une fois covariant, une fois contravariant, RKL, et ensuite on peut prendre la trace de cet opérateur-là, RKK, c'est-à-dire de sommer tous les éléments diagonaux, comme la trace d'une matrice ordinaire. Et c'est ça qu'on appelle R, le scalaire de Ricci. Et c'est tout ce que je voulais dire. Oui, une remarque encore. Donc on a la métrique
De là, on obtient la connexion de Levi-Civita, enfin avec les coefficients de la connexion. Ah oui, quand c'est la connexion de Levi-Civita, on appelle ça les symboles de Christoffel. Vous savez sans doute. Christoffel comme ça, je crois. Ouais. Monsieur, ça veut dire qu'en toute rigueur, pour la connexion affine, c'est plus général que les symboles de Christoffel et que Oui, je pense qu'on garde le nom symbole de Christoffel dans le cas de la connexion de Levi-Civita, uniquement, en toute rigueur. Enfin, souvent on dit aussi juste les fonctions gamma. Bon. C'est du vocabulaire, hein, mais effectivement, normalement, si vous entendez les symboles de Christoffel, vous êtes dans la connexion de Levi-Civita. Et alors, donc, je ne réécris pas ce que ça vaut, il y a donc 1/2 de G en haut, etc., des ronds de machin, là, les trois termes, plus, plus, moins. Donc, ce qui est important ici, enfin, ce que je veux souligner ici, c'est que ça contient les dérivées, les dérivées premières de la métrique. Hein, donc, les symboles de Christoffel sont dérivés de la métrique. Et ensuite, vous avez la courbure de Riemann qui contient, vous rappelez, des dérivés de gamma. Hein. Vous vous rappelez, on l'avait fait la dernière fois, hein, il y a des dérivés et puis il y a des gamma au carré aussi. Enfin, des gamma-gamma, c'est pas... Autrement dit, la courbure ici contient les dérivées secondes. Enfin, ici, des J de la métrique. Hein. Donc retenez ça, on se donne une métrique. Les symboles de Christoffel de la connexion de Levi-Civita sont des dérivées premières de la métrique et la courbure fait intervenir les dérivées secondes de la métrique. OK. Et pour finir, donc on a le tenseur de Riemann, le tenseur de Ricci, le scalaire de Ricci et bien sûr le tenseur d'Einstein. Le clou du spectacle. Le tenseur d'Einstein, on note souvent mu nu par... Voilà, qui n'est rien d'autre que R mu nu, tenseur de Ricci, moins 1/2 de R G mu nu, voilà. Et c'est lui qui intervient dans les équations d'Einstein. Qui ne sont rien d'autre que ceci. En fait, c'est un certain facteur T mu nu. Ça, c'est juste un truc dimensionnel. Donc, vous avez ici quelque chose qui est caractérisé entièrement par la métrique et en fait par la courbure de la métrique. La courbure, alors pas la courbure entière, on va dire, seulement la partie Ricci, mais qui, comme je disais, est une sorte de moyenne de courbure dans différentes directions. Enfin, on se le représente un peu comme ça, disons. Et évidemment, ça fait intervenir aussi la métrique, mais la métrique, la courbure, de toute façon, vient de la métrique. Hein, donc, et puis ça, c'est le tenseur énergie-impulsion. On en reparlera plus tard, mais ce tenseur énergie-impulsion était connu avant la relativité générale, c'est-à-dire il y a un tenseur énergie-impulsion du champ électromagnétique qui est utilisé en relativité restreinte, enfin qui permet d'écrire tensoriellement les lois de la physique. Oui. Comment faire la démonstration de l'équation d'Einstein? Alors oui, on va la démontrer à partir de, on va la démontrer ou on va montrer comment on la démontre à partir de l'action de Hilbert-Einstein. Comme je vous disais, si vous définissez une action comme la somme de R, alors pour intégrer sur, il faudra que j'en dise un mot rapide, pour intégrer sur une variété différentielle, on est obligé de
enfin, ça c'est une densité de Lagrangien. On est obligé de mettre le déterminant de la métrique. Enfin, on verra ça la prochaine fois. Mais en tout cas, donc, vous avez une action. Si vous dites delta S égale 0, vous faites la variation du tenseur de Ricci ici, qui contient, qui contient les G et les dérivés de G, et donc qui dépend de la position. Ça dépend des x mu, hein, d'accord? D'où on est sur la variété. Donc quand vous faites la variation de ça, vous variez par rapport à G. C'est ça. Donc vous cherchez vous cherchez les équations de la dynamique de l'espace-temps. Donc l'espace-temps, en fait, sa forme et sa taille, enfin tout son contenu géométrique est, une fois qu'on a dit que c'est une variété de dimension 4, etc., tout est donné par sa métrique, et donc la question c'est, ok, mais c'est quoi la métrique? Ça pourrait être n'importe quoi. Et la réponse c'est, la métrique de notre espace-temps est donnée par les équations d'Einstein. Comment on les obtient? En disant que cette métrique-là, elle est déterminée par le fait que l'action est extrémale par rapport à toutes les métriques possibles. Donc on fait des variations de la métrique, et la métrique de l'espace-temps, c'est celle, enfin le champ de métrique, pas juste en un point, le champ de métrique dans tout l'espace-temps, c'est celui qui est extrémal, qui rend l'action de Hilbert-Einstein extrémale. Et donc, si vous faites un delta de ça, par rapport à delta G, c'est G que vous variez. C'est-à-dire le champ de métrique en chaque point, vous le faites varier comme vous voulez. Eh bien, exiger que l'action soit extrémale, l'action d'Hilbert-Einstein soit extrémale par variation de delta G, vous donne ça. Vous fait sortir vous fait sortir le tenseur d'Einstein, voilà. Et si après vous dites, ok, mais l'action, il y a l'action de l'espace-temps, en quelque sorte, de la géométrie, mais il y a l'action du champ électromagnétique aussi, par exemple. Donc il y a plus ici, un quart de F mu nu, F mu nu. Si vous avez d'autres champs de matière, plus tous les champs de matière, alors on n'en connaît pas d'autres qui soient classiques, mais bon, enfin, vous ajoutez les champs de matière ici, et ce que vous voulez, c'est que l'action globale soit soit extrémale. Enfin, c'est le principe de moindre action. Donc vous variez ça, ça vous donne G mu nu, et vous variez, donc là vous avez, on va dire, vous avez la densité de Lagrangien de la matière. Donc ça, c'est la densité de Lagrangien de l'espace-temps. Plus ça, voilà, vous intégrez tout ça, vous dites tout ça doit être extrémal. Variez ça, ça vous donne G mu nu, et variez ça, ça vous donne T mu nu. C'est-à-dire que le tenseur énergie-impulsion, c'est le résultat de la variation du Lagrangien de la matière, comme d'habitude. Et d'habitude, ça, c'était fixé. La géométrie de l'espace-temps a été donnée, donc vous avez juste les équations du mouvement là. Sauf que là, donc, ça vous donne les deux parties, et ça vous donne directement ça. Voilà. Avec ici un facteur qui dépend donc du rapport entre du poids relatif des deux Lagrangiens, si vous voulez. Un champ de métrique, c'est un champ tensoriel. G en chaque point est un tenseur de rang 0,2, qui prend deux vecteurs et qui fait un nombre, un tenseur. Et un champ de tenseur, c'est simplement en chaque point, donc c'est une section du fibré. C'est pas aléatoire sur chaque endroit, c'est en fonction de la variété sur laquelle on est. En chaque point, il y a une certaine valeur du champ de métrique. Donc en chaque point, vous avez une métrique particulière. Du coup, je comprends ce que c'est peut-être faire varier trouver là où il est nul cette variation de champ de métrique. C'est-à-dire que prenez un champ de vecteurs. Un certain champ de vecteurs. Varier ce champ de vecteurs, ce serait pas, par exemple, ça peut être celui-là, vous faites une petite variation, alors après vous pouvez faire tendre l'inverse,
vous faites une variation, faire varier le champ de vecteur, c'est faire varier le vecteur en chaque point. D'accord? Alors, il faut le faire de façon lisse, etc. Mais, et pareil, varier le champ de métrique, c'est changer la métrique en chaque point, quoi. Donc, si vous représentez dans une carte, oui, ok, peut-être plus concrètement, mettez-vous dans une carte, vous avez des GIJ de x1, x2, enfin x0, x1, x2, x3. Donc ça, dans une carte donnée, en tout cas dans la zone couverte par la carte, ça c'est juste des fonctions des 4 coordonnées, puisqu'on est à 4 dimensions. Et donc varier G, c'est changer ces fonctions-là, quoi. D'accord? Je voulais savoir, du coup, concrètement, en relativité générale, avec tout ce qu'on vient de dire sur les symboles de Christoffel, donc la connexion de Levi-Civita, on a juste besoin d'avoir M, la topologie O, la classe A infinie, et G. Et G. On n'a pas besoin d'avoir une dérivée covariante. Si on donne G et qu'on dit que... Oui, mais il faut préciser qu'on tire une dérivée covariante de G. Okay. Parce qu'on pourrait en mettre une autre. Donc c'est une façon de dire, non, on prend celle-là spécifiquement. Donc il faut quand même le préciser. Mais effectivement, on pourrait la mettre, oui, de G. Ouais. Ouais. Mais il suffit, voilà, on se donne G, et donc la question c'est, ok, mais c'est quoi G? La réponse c'est G, c'est ça. C'est la solution de ça. Et donc là, avec ça, on a vu toutes les structures qu'on pouvait mettre sur notre espace. On a tout. En relativité générale. Ouais. Donc tous les choix arbitraires, quoi. Tous les choix arbitraires qu'on a fait, ouais. Ça y est. Voilà. Et du coup, en fait, les équations d'Einstein nous disent, en fait, c'est pas arbitraire. C'est-à-dire, les données premières, c'est l'espace-temps est une variété différentielle de dimension 4. Ça, on est obligé de le postuler. Alors, on va dire, on le constate. Oui, donc on le constate, donc on fait ça. Apparemment, on peut modéliser l'espace-temps, enfin, ce qu'on appelle l'espace et temps. Il semble y avoir cette structure dans la réalité physique, une variété différentielle de dimension 4. Et ensuite, si on donne une métrique, alors on a la relativité générale. Mais cette métrique pourrait être n'importe quoi. Et les lois de la physique, les lois de la relativité générale prescrivent ça, connaissant les champs de matière. Mais si on veut, on peut voir l'ensemble comme la donnée d'une densité de Lagrangien, de la matière et de l'espace-temps, et ça fixe les équations d'Einstein, ce qui est vraiment remarquable. Alors, c'est pas comme ça qu'Einstein a fait. Hein. Einstein a un peu tâtonné, et justement, je voulais vous montrer combien de temps il nous reste. Oh, il nous reste 10-15 minutes, ça tombe bien. Je vais juste vous montrer comment, en fait, on peut voir la gravitation newtonienne comme un effet de courbure de l'espace-temps. Et ça met sur la voie des équations d'Einstein, pas complètes, mais presque. Ok, je vous montrerai après. Donc, gravitation newtonienne. C'est quoi la gravitation newtonienne? On sait tous, mdv sur dt égale f de gravitation. Là, égale mg, en fait, on peut l'écrire comme ça, avec ce miracle incroyable, qui est le principe d'équivalence. Là, il y a la masse inertielle, là, il y a la masse gravitationnelle, et la masse inertielle égale la masse gravitationnelle. Donc, finalement, on a l'accélération, x de point i, égale
GI. D'accord? G dépend évidemment de la position. G de X, Y, Z. Enfin, G dépend de P. De P point sur la variété. D'accord. Alors, du coup, on est sur une courbe. Alors, on va faire ça comme ça, de gamma de lambda. Voilà. Et ça, c'est la dérivée habituelle. Donc, représenter dans une carte les coordonnées. Donc, la dérivée seconde est égale. Enfin, bon. Voilà. Dans une carte cartésienne standard. Enfin, bon, ça, c'est les lois de Newton. Quand on voit ça, on se dit, bon, bah, très bien, on s'est intégré. OK, si on connaît la distribution du champ gravitationnel, on s'est intégré et on résout les ellipses de Kepler, la chute de la pomme sur la tête de Newton, enfin, tout, voilà. Mais il y a une façon de voir ça qui est absolument magistrale. Alors d'abord, première chose, on peut faire ça. OK, so what? Et là, maintenant, on peut faire un truc dingue. On peut écrire multiplié par 1, multiplié par 1. Jusque-là, ça va? OK? Et maintenant, ce 1, je dis que c'est dt sur dt. C'est pas faux non plus. D'accord? Et maintenant, au lieu d'être dans un espace à 3 dimensions, i égale 1, 2, 3 ici. D'accord? Et puis, donc, x point, c'est dx sur dt. Hein? X point ici. Et x2 point, c'est des... Au lieu d'être en espace à 3 dimensions, je vais dire, attendez, je vais ajouter une 4e dimension. Après tout, il y a du temps aussi. Donc je vais rajouter un x0 égale t. Du coup, cette équation de la gravitation newtonienne, elle s'écrit x2 point i, enfin x gamma i 2 points, moins, ah, j'aurais pas dû l'appeler G, c'est la force, c'est le champ de force, parce que si j'appelle G, on va confondre avec la métrique. C'est pas la métrique, on est d'accord, c'est le champ gravitationnel. Je vais l'appeler F sur M. Donc Fi sur M. OK. C'est la force sur M. Enfin, ça va de soi, mais pour éviter les confusions. Et là, ça c'est x.0, x.0. C'est pas faux, ça. D'accord? Et voilà. Vous la voyez, la géodésique? Sublime. Ceci est l'équation des géodésiques à condition que la connexion soit gamma i j k égale 0, sauf gamma i 0, 0 égale moins Fi sur M. Une pure merveille. En fait, l'espace-temps newtonien est courbe. Il n'y a pas de force de gravitation. L'espace-temps newtonien est courbe. Et les corps, en chute libre, suivent une géodésique. Mais qu'est-ce qui définit la géodésique? Une certaine connexion. Quelle connexion? La voilà.
Einstein, vous voulez dire? Ah non, non. Non, tout ça, c'est un peu c'est une relecture. Mais c'est imparable. Ceci dit, l'intuition que la gravitation, tout ça repose sur le principe d'équivalence. Vous voyez bien que vous ne pourriez pas faire ça si ici ça dépendait du type de particule. Parce que ça, c'est une équation où, enfin, si c'est l'espace-temps, ça doit affecter tout le monde pareil. D'accord? Mais donc, cette intuition que, du fait du principe d'équivalence, en fait, la gravitation peut être comprise comme de la géométrie, une géométrie particulière de l'espace-temps dans lequel, en fait, on va tout droit, parce qu'en fait, c'est un corps est libre quand il n'est soumis qu'à la gravitation, parce que la gravitation n'est pas vraiment une force, en tout cas localement, elle peut s'annuler, etc. Enfin, tout ce qu'on a dit au tout début dans les premiers cours. Et donc, vous voyez, enfin, voilà, donc, cette intuition, c'est bien de là qu'est parti Einstein. Mais effectivement, avec le formalisme qu'on a développé, l'équation géodésique, en fait, on voit que ce truc-là, bah, ça, c'est évidemment égal à ça, qui est évidemment égal à ça, ça donne ça, et vous la voyez, la géodésique ici, à condition que la connexion soit ça. Et donc, les lois de la gravitation newtonienne peuvent être écrites en disant, en fait, il n'y a pas de gravitation, mais les corps soumis juste à la gravitation, donc qui sont libres, les corps libres, soumis uniquement à la gravitation, vont suivre des géodésiques dans l'espace-temps ayant la connexion, celle-ci, on pourrait l'appeler la connexion newtonienne, je ne sais pas quoi. Alors simplement maintenant, voyons comment ça là, parce que c'est pas n'importe quoi la force de la gravitation newtonienne. On a quoi? On a F, donc on a F égale à mg, donc F sur m qu'on avait là, G cette fois le champ de gravitation qui dérive d'un potentiel. Ça, c'est moins grade de phi. Potentiel gravitationnel. D'accord? Et phi, il obéit à l'équation de Laplace, enfin l'équation de Poisson. Vous avez delta phi, hein, div de g égale moins 4 pi g rho. D'accord? Donc vous avez delta, div de j 4 pi g, constante de Newton, rho, densité de masse. Donc ça, c'est la gravitation newtonienne, il n'y a rien à en dire d'autre. Donc delta phi égale moins 4 pi g rho. Attendez, le moins est là. Oui, c'est attractif. Donc ici, il y a moins, donc là, il y a plus. Pardon. Eh bien, maintenant, on a la connexion. Si on a la connexion, on sait calculer le tenseur de courbure. D'accord? Si on a le tenseur de Riemann, on a le tenseur de Ricci. Enfin, ouais, mu. R comme ça. Tenseur de Ricci. Eh bien, avec cette connexion et donc liée à phi et phi liée à cette équation, il suffit de le faire. Hein, donc vous avez la dérivée, vous vous rappelez, le tenseur de courbure contient les dérivées de ce truc-là, et vous faites le calcul et vous obtenez, and you obtain, vous obtenez R mu nu
justement, égale 4 pi 0. Oui, c'est ça, directement. Pardon, non, excusez-moi, pas R menu. Vous obtenez R00 égale 4 pi 0. Pardon, bien sûr. OK. Il n'y a que les termes 0,0 qui sont non nuls. Donc vous développez, vous dites c'est ça la connexion, qui fait que en fait, un corps soumis à la gravitation newtonienne est en fait en train d'aller tout droit dans un espace-temps courbé avec cette connexion. Vous obtenez ça, et là, Einstein, il se dit, ben en fait, ça, c'est que la première composante, enfin, c'est que la composante 0, 0 d'un tenseur de dimension 2. Et donc, Einstein écrit ça. Monsieur, c'est pas avec 8 pi g. Alors, j'efface ça. Alors, ça donne ça. Effectivement, donc ça, Einstein écrit ça avant 1915. Elle est fausse, cette équation. C'est pas R mu qui vaut 4 pi g tau. Donc ça, effectivement, enfin, sur ces 4, pardon. Le cas, là, c'est 8 pi g. Il obtient ça. Alors, les gens voient tout de suite que cette équation, elle est forcément fausse. Parce que si vous calculez la divergence de ce vecteur-là, ça doit être donc 4 pi g fois, ça c'est des constantes, la divergence de ça. La divergence de ça, ça doit être nul, hein, puisque c'est conservation de l'énergie. Or, la divergence de ça, c'est pas nul. Donc ça marche pas, donc il faut tâtonner un peu, et puis on peut arriver à ça. Alors effectivement, le 4 et le 8, alors le point clé, c'est que donc la vraie version corrigée après coup du tenseur d'Einstein, de l'équation d'Einstein avec le bon membre de gauche, donc que Hilbert a obtenu en dérive avec le principe variationnel sur l'action dont j'ai parlé, on verra ça la semaine prochaine. Si vous regardez bien ça, si maintenant vous faites... Donc, si maintenant vous faites, j'oublie les C4, voilà. Si vous faites la contraction de ce truc-là, G mu nu, vous faites la contraction de ça, là. Ça donne R. Ici, la contraction de lui, ça donne R, moins 1/2 de R, G mu nu. Ça fait combien, ça? Ça fait 4. D'accord? Ça, c'est la trace de la matrice, enfin, avec le carré le moins de 1. Ça fait 4. Okay? Donc, tout ça est égal à 8 pi g, enfin, serait égal. 8 pi g t mu nu, mais du coup, il faut contracter aussi ici g mu nu, t mu nu, appelons ça t. D'accord? Donc là, vous avez en fait... Donc là, vous avez moins 8... pardon. Ah oui, non, c'est ça. Vous avez R moins 4/2, donc R moins 2R. Donc vous avez moins R égale 8 pi g t. Et si maintenant vous le réinjectez là-dedans, si R vaut moins 8 pi g t, donc on a tout ça égale 8 pi g t mu. Si maintenant vous réintégrez, vous dites que R c'est moins R c'est 8 pi g, donc là vous avez en fait... Oh là là, non, pardon, c'est tout ça qui vaut... Ah, ça y est, je me suis perdu. Ah! Merde. Comment ça marche?
moins R. Le pi gt, on injecte. Ah oui, faut le mettre, oui. On injecte R dans l'équation. Oui. Ah oui, et donc vous avez R mu nu, oui, c'est ça, égale 8 pi g ah oui, T mu nu, hein, plus un... Ah non, R, donc plus R, et R c'est moins machin, moins... Ça fait ça. Et je voulais un demi. Il est passé où? Ah oui, non, mais il y a le demi. Non, non, c'est ça. C'est ça. Voilà. Voilà. Et donc là, vous avez bien... Là, en fait, si vous prenez maintenant... Si vous dites, je me mets dans la limite non relativiste, où en gros, T mu nu, vous avez juste T0, 0, qui vaut... MC2, enfin, rho c'est carré, quoi. Enfin, bon, on a dit que C est égal à 1, ça fait rho, d'accord? Et donc, tout ça, c'est bien, donc vous avez T moins 1,5 de T, et donc vous avez bien 1,5 de rho, et vous obtenez R mu nu égale 4 pi G rho. Ça marche! C'est bien la même. Donc le 8, il devient un 4 à cause de cette histoire-là. C'est R mu nu ou c'est R00 qui est égal à 4 pi G? Oui, oui, R mu nu égale ça, avec un T mu nu dont il n'y a que T00 qui est non nul, vous voyez. En fait, du coup, si je comprends bien, c'est que le T, c'est-à-dire la contraction en T mu nu, le T, il était égal à 0, c'est pour ça qu'on s'était trompé au début. Comme au début, on se disait, ah, l'équation d'Einstein, ça doit être R mu nu égale 4 pi G T mu nu. Oui, alors, enfin... Mais là, non, mais... on rajoute en fait, on doit rajouter un autre terme. Oui, non, mais... Si on rajoute ces deux termes, ça marche. Non, mais... Oui, enfin, on voit que c'est bien la même chose qui est sous-jacente, mais évidemment, la théorie de Newton... Hein? Le second terme, il est nul, c'est pour ça qu'on ne le voyait pas apparaître. Oui, mais c'est plus que ça, c'est-à-dire... Enfin, oui, mais c'est sur... Enfin... Dans la théorie de Newton, la connexion en question avec seulement donc avec gamma I00 qui vaut, je sais plus, enfin qui valait phi sur m, cette connexion, c'est pas une connexion métrique. C'est pas une connexion qu'on peut déduire d'une métrique. Donc, vous voyez, c'est pas une connexion de Levi-Civita associée à une certaine métrique. Donc, la cohérence globale, enfin, c'est pas la relativité générale, mais c'est normal, il n'y a pas les dérivées secondes temporelles qui font qu'il y ait des ondes gravitationnelles, etc., etc. Mais vous voyez quand même d'où ça sort, c'est-à-dire qu'on peut déjà voir les trajectoires dans l'espace, enfin, les trajectoires soumises à la gravitation newtonienne comme des géodésiques d'un espace-temps courbé. Donc l'idée, elle est déjà là en fait. Enfin, disons, l'idée n'était pas présente, mais elle s'applique déjà parce qu'en fait, c'est quelque chose de fondamental de la gravitation. Qu'elle peut, du fait du principe d'équivalence, le fait que le m soit le même, et que toutes les particules suivent les mêmes trajectoires, il est naturel de se dire que, en fait, du coup, elles vont tout droit dans un espace-temps modelé comme il faut. Et déjà avec la forme newtonienne, ça marche en fait. Mais, comme je vous dis, d'abord, il n'y a pas les effets relativistes, donc la physique newtonienne doit être abandonnée. Mais l'aspect central de la gravitation, qui est qu'on peut la lire comme un effet géométrique, c'est vrai aussi en gravitation newtonienne, en fait. Bon, je sens qu'il faut qu'on s'arrête. Yes. Vous voyez, on a fait de la physique. Ouais.